Donc, pour Sandra Olano, la question c'est par rapport à la dernière slide, l'avant-dernière slide qui a été présentée sur notamment les investissements de véhicules gaz. Ça fait partie d'une nouvelle politique pour changer l'énergie de vos véhicules. Alors, la personne voulait en savoir un peu plus. Comment vous envisagez les choses? Est-ce que c'est pour toute la flotte ou une partie ou pour quelques villes en particulier plutôt que d'autres? Donc, vraiment, sur les véhicules gaz, si vous pouvez nous le dire, après, je vous D'accord. laisse répondre. D'accord. Bon, donc sur le véhicule gaz, effectivement, pour l'instant, on ne l'a pas encore. C'est une vraie réflexion au niveau de la direction générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par rapport à nos différents métiers, quand on parle par exemple des produits de la mer, des produits carnés ou autres, c'est encore des produits, c'est encore du transport qui est très particulier, hein, puisqu'on est encore sur du port en carcasse et autres. Quand on parle de produits de la mer, on fait les différents ports de pêche du littoral. Donc c'est vrai que dans cette démarche développement durable, le véhicule gaz, c'est encore quelque chose qui est relativement compliqué à mettre en place chez nous. Il se fera sur des grandes villes, donc on pense notamment à démarrer avec notre site qui est implanté à Canéjan à Bordeaux, et avec des clients bien précis, particuliers, où on fait la distribution pour eux. Voilà, mais c'est encore un vrai projet de réflexion. Donc, je ne sais pas dire si c'est quelque chose dans lequel on va continuer, qu'on va développer. On veut vraiment le démarrer, voir ce que ça donne. Mais ce qui est clair, c'est que les clients grands comptes sont friands et le demandent. Donc, à un moment donné, on est obligé de les suivre et de pouvoir se lancer sur cette démarche. À préciser que la région suit un petit peu les transporteurs, puisqu'ils ont lancé un appel à projet pour plusieurs stations gaz dans la région. Une va bientôt fleurir au sud de Bordeaux, à Cestas. D'accord. Une autre question sur le thème des autres modes de transport. Donc, est-ce que, toujours pour Sandra Olano et peut-être Frédéric, vous articulez vos transports routiers avec d'autres modes de transport, le fluvial, le ferroviaire notamment, et quels pourraient être les freins s'il y en a, ou les leviers? Est-ce que ça fait partie de vos démarches aussi en termes de CO2? Alors, pour répondre par rapport à la partie ferroviaire, il y a quelques années, effectivement, on transportait du flux sur du rail. À savoir que pour nous, c'était vraiment très compliqué. Bon, déjà, quand on voit qu'on est positionné à Saint-Jean-Luz, au Pays Basque, au niveau ferroviaire, c'est vraiment compliqué. Et par rapport à nos clients, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment des créneaux qui sont impossibles à faire. Vous ne pouvez pas faire du rail quand vous allez sur les ports en Bretagne. Enfin voilà. Toute cet axe rail a été travaillé, a duré quelques années, mais on n'arrivait jamais à arriver à l'heure. On avait beaucoup trop de complications. Donc pour nous, ça a été quelque chose qui a vraiment été oublié, mis de côté, et sur lequel je pense on ne repartira pas. Après, par rapport à tout ce qui est flux aérien et autres, dont nous on travaille beaucoup en approvisionnement, notamment sur les produits de la mer. Donc là, c'est l'aérien qui arrive sur les différents aéroports européens. Et nous, derrière, effectivement, on attend sur les aéroports pour récupérer la marchandise et aller la livrer directement en ligne sur les différents marchés qu'on peut être Rungis ou autres. D'accord, merci. Donc, on va passer à des questions maintenant pour Emmanuel Goetz, qui est intervenu sur le contexte général et notamment une question par rapport au point de convergence qui pourrait exister ou au contraire de divergence avec d'autres labels et notamment celui de TK Blue, en tout cas qui s'annonce comme étant un label du transport. Est-ce que, Emmanuel, tu peux nous en dire un peu plus sur la différence ou les complémentarités qui pourraient exister? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est typiquement une initiative privée qui est quand même liée à une activité de conseil essentiellement commerciale, qui va dans le même sens en termes des objectifs annoncés, on va dire, hein, de réduction des émissions du secteur et de pouvoir les valoriser à travers un label. Par contre, c'est un label qui n'a pas
qui n'a pas de reconnaissance officielle du tout, contrairement au label Objectif CO2 qui est porté, donc, je passe un peu rapidement tout à l'heure, mais donc par le ministère de l'Environnement et l'ADEME, donc qui a vocation à être une référence. Et du fait qu'il est porté par ces deux entités, fonctionne dans un cadre extrêmement rigoureux et contrôlé quant aux méthodes de calcul de à la fois l'activité, des consommations et du bilan final. Voilà, donc je pense que la différence elle porte essentiellement là-dessus. Après, le système Objectif CO2 est un système qui est gratuit d'accès en termes d'accompagnement. Il y a des frais de labellisation pour les entreprises qui choisissent de se labelliser. Donc ça, c'est une autre différence. Et voilà, après, je pense que c'est bien qu'il y ait plein d'acteurs qui agissent dans le domaine. La multiplication des labels n'est pas forcément une chose souhaitable parce que ça ne permet pas de capitaliser autour d'une référence unique. Mais voilà, chacun est libre de pouvoir contribuer à l'effort. J'espère que ça répond à la question. Oui, je pense que ça répond bien à la question pour le moment. Une autre chose, alors par rapport à tous les intervenants qui souhaitent avoir les slides, les chiffres, etc., il n'y aura aucun souci. Il est prévu qu'on vous envoie toutes ces informations-là, donc pas de problème. Toujours pour Emmanuel, alors une petite question sur le label Objectif CO2 a-t-il vocation à se substituer à l'audit énergétique? Donc je pense que la question c'est aussi est-ce que on parle d'un label volontaire maintenant, mais est-ce qu'à l'avenir ce sera prévu de l'étendre ou de le rendre obligatoire? Donc pour information, ça a pu se substituer par le passé au niveau de la charte. Là, à ma connaissance, aujourd'hui non, mais peut-être qu'on a des billes pour le futur. Alors, je ne sais pas ce qui va devenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de tous les acteurs du programme Objectif CO2, ministère, ADEME, etc., on attache beaucoup d'importance au fait que ces différents instruments fonctionnent de manière complémentaire et en synergie, et soient surtout cohérents dans leur approche pour éviter aux entreprises d'avoir 3 méthodes de calcul différentes, de manière de regarder les choses, etc. Donc, le fond est le même, les méthodes de calcul sont les mêmes. Et une fois que l'effort a été fait, qu'on se soit à l'occasion d'un audit obligatoire ou via une démarche volontaire, l'idée c'est que l'entreprise de toute façon capitalise sur la structuration qu'elle a pu faire et la visibilité qu'elle a gagnée sur son activité et son impact carbone. Il y a eu dans le temps effectivement, pour vous dire qu'effectivement les deux approches sont tout à fait complémentaires. Et pourquoi pas fusionnable à l'avenir, je n'ai pas d'informations sur la question. Il y a eu effectivement, en 2012-2014, il y avait pour les entreprises qui étaient engagées dans la charte Objectif CO2 une exemption du premier audit énergétique. Voilà. Donc, en tout cas, ces dispositifs sont pensés, réfléchis et évoluent de manière coordonnée au niveau des pouvoirs publics. Oui, alors effectivement, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi, le retour que j'ai eu d'entreprises qui ont dû mettre en place l'audit énergétique et qui avaient fait une charte ou le label par ailleurs, se sont rendus compte qu'en fait, les préconisations notamment qui sont faites sont identiques, hein, puisque une entreprise de transport, 90% de ses émissions sont liées à son activité de transport et non à ses bâtiments ou autres. Donc, voilà, on retrouve en tout cas les mêmes préconisations. Dernière question pour Sandra Olano. Donc une question par rapport à la mise en place des actions sur l'axe carburant. Alors je ne sais pas exactement ce qu'a été entendu par la question, mais je pense comprendre que l'axe carburant, c'est donc tout ce qui a à voir avec le changement des véhicules au GNV ou à l'électrique ou autre, et puis le suivi des consommations. Donc, comme le suivi est plutôt quelque chose que vous avez réussi à bien encadrer grâce à vos systèmes internes de
d'informations. J'imagine que la personne veut en savoir plus sur pourquoi le GNV est compliqué à mettre en place dans l'activité frigo, notamment en termes de peut-être de consommation ou d'autonomie. Enfin, je pense que c'est là-dessus que la personne souhaiterait avoir plus d'informations. Écoutez, nous aujourd'hui par rapport à ça, c'est surtout une problématique entre guillemets d'autonomie, hein, et le fait qu'effectivement c'est pas encore développé sur tout le réseau national français. Après, c'est vrai que nous, dans la mesure où aujourd'hui on a réussi à mettre en place des formations éco-conduite et qu'on a un vrai suivi de nos consommations carburant, bon, quand on voit que l'objectif est à 31 litres et que j'ai certains sites qui consomment du 28 litres au 100, bon, on peut entre guillemets qu'être fier de ces consommations, donc c'est aussi ce qui fait que pour l'instant on continue à avancer avec les véhicules qu'on a depuis le départ et qu'on a choisi, quoi, hein. Après, petit à petit, effectivement, pour accompagner et suivre nos clients, on ira sur du GNL et autres, mais pour l'instant on est vraiment sur le suivi de nos consommations au quotidien, avec bien sûr les chauffeurs au jour le jour et avec nos relais formateurs.